Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM, avec Jean-Pascal Jeu. Mardi, samedi, jeudi aussi également. Jean-Pascal, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Donc Info-Cité, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour parler politique, pour parler de la vie de la cité. Donc on va parler politique autrement. Et puis je rappelle aussi que nous sommes en collaboration avec la web radio Run City 97.4. Eh bien notre invité ce matin, c'est Jean-Pascal Lorette du Move. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Jean-Pascal Géant, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes fondateur et porte-parole du Move. Le Move, on a vu son émergence, en tout cas moi je l'ai vu, mais d'autres aussi certainement l'ont vu, parce que moi j'ai été interpellé quand j'ai vu effectivement dans les réseaux sociaux apparaître le Move. On l'a vu donc dans son émergence dans les réseaux sociaux. Le Move, c'est quoi ? En fait le Move c'est un nouveau mouvement, d'accord, avec des idées nouvelles, voilà, qui est pour l'instant de manière confidentielle sur les réseaux sociaux. Sur Facebook plus particulièrement. Nous avons une page sur Facebook et je vais dire c'est grâce à Facebook qu'on existe. Oui. Et je pense aussi que la liberté d'expression est réelle depuis l'arrivée de Facebook. Et Facebook, voilà. Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Alors, on va en parler pendant 45 minutes du Move, de ses idées, de ses objectifs, de son but, des projets. C'est né quand ? Il y a une date alors très très particulière, mais c'est pas révélateur du contenu et des objectifs du Move. Si, un peu quand même. En fait, le Move a été mis en ligne le 1er avril 2012. Ouais. Voilà. Bon, c'est un joli poisson. Poisson, oui. Ouais, mais alors c'est plutôt autre chose qu'un poisson, parce que quand on lit un petit peu un certain nombre, et on va développer ça au cours de l'émission, un certain nombre de projets, d'idées, oui, de revendications. Vous êtes plutôt un clou dans une chaussure qu'un poisson dans l'océan. Oui, poisson dans l'océan. En fait, je vous explique pourquoi donc. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que on devrait plutôt apprendre aux enfants de la République à pêcher que leur mettre du poisson tout cuit dans la bouche. Voilà. Ça commence comme ça. Et ensuite, la France est la deuxième puissance au monde, la deuxième puissance maritime du monde, et grâce en grande partie à l'outre-mer. Ouais. 97% du territoire maritime français est en outre-mer. Et donc, nous sommes sur une île, dans un espace maritime français immense qui va des Glorieuses jusqu'au Kerguelen, et nous avons tous le dos tourné à la mer. On regarde nos paysages, nos montagnes, alors que peut-être que nos richesses sont dans la mer. Et donc est-ce que c'est aussi le seul constat que vous dressez, parce que il y a aussi, et on ne peut pas l'occulter puisque c'est aujourd'hui quand même depuis quelques années un leitmotiv des personnalités politiques publiques, c'est aussi se tourner vers une forme de coopération régionale. Vous en êtes conscient aussi de cet environnement régional dans lequel on évolue? On est quand même département français relativement privilégié par rapport à nos voisins de la zone qui n'ont pas le même niveau de vie, qui n'ont pas les mêmes avantages, qui n'ont pas le même accompagnement, parce que nous étant département, on est accompagné par l'État, on n'est pas du tout dans le même fonctionnement qu'avec les pays de la zone. Comment vous voyez ça, vous? Oui, en fait, nous faisons partie d'une zone où il y a quand même 20 millions d'habitants aujourd'hui, et on prévoit dans les 10 prochaines années 35 millions d'habitants. Donc 1 million pour la Réunion, hein. Voilà. C'est à peu près ce que disent les chiffres, les Donc, statistiques. Il y a de quoi faire un marché. Sachant que il y a des découvertes de pétrole, de gaz dans les pays de la zone, ces pays vont émerger dans les 10-15 prochaines années. Notamment les recherches pétrolifères et gazières dans le canal du Mozambique, large de Mada, aux Comores, à la Grande Comore. Donc nous devrions trouver notre place là-dedans. Jusqu'à présent, nous avons été tournés que vers Paris, d'accord. Et si on considère que la France, ce n'est pas que l'Hexagone, c'est aussi l'outre-mer, d'accord. Et valoriser
valorise ces partis-là, nous devons nous positionner par rapport à cela. Et non qu'être des épouvantails avec un drapeau français à dire, voilà, ce pays c'est à nous, c'est la France, et voilà. Alors vous vous positionnez aussi, et ça va permettre un petit peu aux auditeurs de connaître un petit peu l'idée, les origines de la création du MOVE. Vous vous positionnez aussi par rapport à l'origine du peuplement de la Réunion, de ceux qui ont fait que ce département aujourd'hui est ce qu'il est. C'est-à-dire que depuis son peuplement jusqu'aux colonies et tout ça. Tout à fait. Écoutez, là, on fête cette année les 350 ans de peuplement de la Réunion. Ouais. D'accord. Le seul nom qu'on a entendu pendant notre scolarité, c'est Louis Payen, qui est arrivé à la Réunion avec 10 malgaches. Ouais. Ce qu'on nous a pas appris, ce que j'ai découvert récemment, que le premier enfant né à la Réunion, 5 ans après l'arrivée de la petite fille qui accompagnait Louis Payen, Marie Caz, d'accord. 5 ans après est née la première réunionnaise née sur l'île, Anne Mousse. Voilà. Je pense que c'est important pour les Réunionnais de savoir que le premier enfant né à la Réunion est né de 2 parents malgaches. Voilà. Et jusqu'à présent, nous sommes un peu comme des enfants à qui on a coupé un peu le lien familial avec la famille de la maman de Madagascar. On a dit, on fréquente pas ces gens-là parce que peut-être qu'ils sont de couleur, ils sont incultes, voilà. Et on reste sur l'axe Paris, voilà, France. Donc je pense qu'on a besoin aussi d'échanger avec nos pays voisins. Ouais. Alors Jean-Pascal Lorette, finalement, l'idée, c'est de remettre au goût du jour, de faire en sorte que les gens se réapproprient à la fois leur histoire, leurs origines, et puis se projettent dans un autre avenir que celui qu'on leur fabrique aujourd'hui, en tout cas que les hommes politiques leur fabriquent aujourd'hui. Je pense, et surtout qu'on nous responsabilise dans l'océan Indien, voilà. Et donc, beaucoup appellent ça du jacobinisme, c'est-à-dire que toujours on fait venir des gens de Paris pour nous diriger localement. D'accord. Il faut qu'on change. Moi, je dirais que on est plutôt dans un département colonie. On vient d'une colonisation et c'est une continuité de la colonisation. C'est quoi responsabiliser aujourd'hui quand on défend les idées du MOVE? Responsabiliser des gens, c'est quoi? C'est-à-dire permettre aux personnes d'accéder aux postes à responsabilité, ce qui aussi crée des référents pour ceux qui arrivent à l'école et qui peuvent rêver ensuite à devenir aussi eux responsables de leur île, voilà, et du territoire français de l'océan Indien, parce que nous sommes français de l'océan Indien et il faut qu'on s'approprie la zone de l'océan Indien. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de passer le pas, de franchir le pas? C'est-à-dire, au-delà du constat que vous avez dressé, et on en parlera encore, parce qu'il y a encore des choses à dire sur les constats en ce qui concerne la vie politique locale, et le fait de franchir le pas, de créer le MOVE, de le diffuser sur Facebook, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de franchir le pas? Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous? En fait, je m'intéresse à la vie politique réunionnaise depuis très tôt, depuis très jeune. Ensuite, je pense qu'il m'a fallu une certaine maturité pour pouvoir m'engager, parce que je pense que ce n'est pas facile de dire ce qu'on pense. D'accord. Bon, les muselés de la République, c'est fini depuis peu, mais voilà, donc il faut un certain courage, il faut avoir une certaine maturité. Et je pense que je l'ai aujourd'hui, et ne voyant aucun homme politique parler de problèmes réels que tout le monde constate aujourd'hui, parce qu'ils ont des intérêts autres, parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur électorat. Voilà, je me suis dit, moi, je n'ai rien à perdre, je m'engage et je dénonce tout ce qui me paraît anormal. Alors, vous n'êtes pas le premier mouvement citoyen, vous ne serez certainement pas le dernier. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience chez les individus, chez les citoyens, de fonctionner autrement que sur le schéma habituel que l'on connaît depuis des années et qui, aujourd'hui, on a l'impression à trouver un petit peu ses limites? Moi, je pense que les choses vont changer. Jusqu'à présent, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous n'avions pas la liberté d'expression. Je veux dire, si vous voulez parler au peuple, au public, il fallait passer par un journaliste qui vous coupait où il voulait, qui mettait en valeur ce qu'il voulait, ou qui réduisait ce que vous trouvez important vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez vous exprimer, bien sûr, il faut être responsable ensuite, vous pouvez vous exprimer et dire tout ce que vous voulez, et vous êtes sûr que ce que vous mettez, c'est vu du moins par les gens qui peuvent avoir accès à votre page, bien sûr. Alors justement, vous êtes sur Facebook, on va pas s'en cacher. Aujourd'hui, quel retour vous avez effectivement des gens qui viennent visiter votre page, qui lisent les propositions du MOVE? C'est quoi un petit peu le retour aujourd'hui? Je dirais c'est plus un retour positif, ouais. Donc les gens, beaucoup viennent discuter avec moi en privé sur Facebook, donc c'est plus un bon retour. Ouais. Après, j'invite tout le monde à venir liker, comme on dit, notre page Le MOVE sur Facebook. Ouais.
Voilà, donc ça montrerait aussi si vous êtes d'accord avec nous ou pas, voilà, pour nous encourager à avancer dans ce sens-là. Ouais. Et la critique est constructive, c'est toujours ce qu'on dit. Donc j'imagine aussi que les échanges que vous avez avec certains, ce sont aussi à terme des idées qui émergent et des propositions qui émergent également avec le MOVE et d'autres. Ouais, souvent en fait on nous dit aussi vous êtes indépendantiste. Ouais. Et pourquoi ça? Parce que si on veut donc défendre nos valeurs en tant que Français, on fait partie de la République, donc on demande aussi à être. Déjà, on veut user de notre liberté d'expression et dire ce qu'on trouve qui ne va pas. Voilà, et donc on dit si on veut défendre l'intérêt aussi de la Réunion par rapport à l'intérêt de Paris, on dit vous êtes indépendantiste. Donc on a pris la précaution au départ de mettre un drapeau qui rappelle un peu le drapeau français pour éviter cela. Bleu et rouge, c'est les couleurs dominantes. Tout à fait, ouais. Voilà. Ça rappelle plus les couleurs de l'UMP que du drapeau français. Non. Peut-être. Oui. Ça vous a pas marqué? Pourquoi bleu et rouge? En fait, nous avons aussi une tendance sensibilité verte aussi. Voilà. J'ai commencé par faire quelque chose de vert, mais ça passait pas, ça faisait pas politique. Ouais. Voilà. Vous trouvez que les écologistes, parce que le vert c'est l'écologie, on est bien d'accord. Tout à fait, oui. C'était pas assez politique, au sens de la vie de la cité ou bien au sens du mouvement revendicatif et de la proposition d'idées? On ne veut pas aussi se réduire à défendre que des idées écologiques, quoi. Voilà. On veut s'étendre à tous les problèmes de la société. Donc nous avons choisi un drapeau, des couleurs différentes. Alors vous avez quand même dressé un drôle de bilan quand même, ou un drôle de constat pour arriver à créer ce mouvement. C'est quoi? C'est vos rapports ou vos contacts avec des hommes politiques, ou bien qui a fait que vous avez eu envie de créer le MOVE, ou bien simplement le constat de se rendre compte qu'il y a autre chose qui se passe ou qui ne se passe pas? Non, en fait c'est l'observation de la société. Voilà. Ouais. Moi je viens d'une famille modeste. J'ai quitté, mes parents sont agriculteurs, petits planteurs, comme mes grands-parents. J'ai atterri à Toulouse à l'âge de 20 ans pour la première fois, et c'est là que je commençais à voir que les choses n'étaient pas normales sur mon île, quoi. Depuis Toulouse? Comment se fait-il? En fait, quand on se met un peu plus loin du tableau, on voit un peu mieux les choses. C'est-à-dire que quand on va à l'extérieur, quand on voit comment ça fonctionne ailleurs, on se dit mais merde, ça fonctionne pas du tout chez moi. On prend des repères, tout à fait. Ouais. Justement, qu'est-ce qui vous a fait le déclic quand vous êtes parti? Vous êtes basé sur quoi? C'était quoi pour vous ces éléments de comparaison entre ce qui se passait ailleurs et qui pouvait fonctionner et finalement ce qui dysfonctionnait ici? En fait, déjà, quand vous avez 20 ans, vous savez, la Réunion a un peu changé aujourd'hui, mais pas tout à fait encore. Quand vous n'avez vu que des métropolitains, par exemple, au poste à responsabilité, et que vous arrivez sur Paris ou à Toulouse, vous voyez un métro avec un marteau-piqueur en train de creuser la route, déjà vous êtes choqué dans le premier temps, parce que vous comprenez pas, quoi. Vous dites que pourquoi donc, même à la télévision, dans les JT, vous n'avez jamais vu ça. Voilà. Je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti-là, en discutant avec des collègues qui viennent de Nouméa ou d'ailleurs, hein, c'est le même ressenti. Ouais. Donc on nous a aussi inculqué une certaine vision des gens qui viennent de métropole, d'accord, peut-être avec le jacobinisme, voilà, ou une volonté toujours de dominer, voilà, et de générer un complexe d'infériorité chez nous, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça que vous combattez? Aussi, oui. C'est la responsabilisation, la responsabilité, aussi. Le réveil des consciences? Aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous différencie? On va le développer aussi au cours de l'émission, mais qu'est-ce qui vous différencie? Je le disais tout à l'heure, il y a d'autres mouvements citoyens qui ont été créés, qui ont émergé. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi, par exemple, vous n'avez pas adhéré à un autre mouvement de citoyens? Pourquoi vous avez créé le vôtre? C'est quoi la différence? En fait, je vous explique un peu la vision un peu de l'économie réunionnaise. Hein. Pour nous, au MOVE, nous considérons que l'économie réunionnaise est un peu sous coma artificiel. Voilà. On reste sur l'économie de comptoir qu'on connaissait au XVIIe et XVIIIe siècle. À cause des cas de perfusion, hein, l'octroi de mer, d'accord, qui encourage les maires à plutôt ne pas produire sur place, à importer, parce que plus on importe, plus l'argent rentre dans la caisse des communes et qui permet ensuite de faire des emplois fictifs et de gagner les élections suivantes. C'est du budget pour le fonctionnement de la mairie, on va dire. Voilà. Ouais. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, on implore ce système-là, alors que si on prenait cet argent et on crée de la recherche et du développement pour aider les entreprises créatrices de richesses à produire et à se préparer au libre-échange, pendant 10-15 ans, on y gagnerait. Ouais. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a la surrémunération des fonctionnaires.
déjà, je trouve qu'il n'est pas normal aujourd'hui, dans un pays où nous sommes 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté, avec 150 000 chômeurs, on continue à donner 2 salaires à quelqu'un qui travaille pour l'État. Quand vous dites 2 salaires, c'est-à-dire le salaire de base plus la surrémunération. Tout à fait, ça fait 2 salaires. Je veux dire, avec ça, on peut faire 2 salaires. Donc on peut multiplier les emplois. Ça, c'est une chose. En plus, quand je disais donc ça maintient l'économie sous coma artificiel, ce système-là absorbe tous les talents et tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs potentiels qui pourraient permettre l'évolution d'un côté productif, d'un secteur productif. Et donc les personnes qui sont au chômage actuellement, ils sont doublement victimes de cette affaire-là. D'une part, la vie est plus chère aussi parce que il y a une partie de la population qui a un pouvoir d'achat plus important, et comme on est dans un système de loi de marché, forcément ça fait monter les prix. Ben oui, les commerçants se sont dit autant vendre à ceux qui ont l'argent, et donc à partir de là on fixe les prix qu'on veut, puisque le commerce aussi, il faut le dire et le rappeler, reste libre. Donc ceux qui ne bossent pas ou ceux qui seront dans la population de base, donc souffrent déjà du prix à cause de cela. Ils souffrent doublement parce que tous les gens qui sont capables de créer des emplois ou autres sont aussi absorbés par ce système. Voilà. Ça, c'est deux perfusions qui maintiennent notre économie sous coma artificiel, comme je disais. Et ensuite, il y a aussi la perfusion de la canne à sucre. On maintient la canne à sucre à La Réunion, alors qu'on sait que ça rapporte pas du tout et c'est toujours subventionné. Largement subventionné. Alors qu'à l'époque des colonies, d'accord, je ne vais pas revenir à l'époque des colonies, on savait faire de la richesse avec la terre à La Réunion, quoi. Il y a, voilà. Et alors brièvement, le quatrième. Et le quatrième, je dis aussi que on entretient aussi un complexe du Réunionnais, voilà. Et on pourra jamais aller à la conquête des autres si on est dans cette situation-là. Et ça, c'est maintenu par le système en place. Je vous explique. Quand pendant 30 ans, 40 ans, vous voyez à la télé des gens qui expliquent des choses intelligentes, sont tous des gens qui viennent d'ailleurs, forcément vous développez un complexe en disant jamais vous pourrez le faire. Et même le Réunionnais n'accepte pas que quelqu'un qui est dans son congénère puisse être son patron, puisse le diriger l'entreprise. Alors vous inquiétez pas, c'est aussi pour ça que je vous ai invité, c'est pour que vous puissiez vous exprimer. On marque une pause et puis on revient tout de suite. Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal qui vient aussi le jeudi. Donc mardi, jeudi, samedi, Jean-Pascal et son invité. Voilà, donc Info-Cité jusqu'à midi en compagnie de Jean-Pascal Lorette du Move. Alors depuis ce matin, eh bien effectivement, depuis à 11h15, on parle effectivement du Move. On revient un petit peu sur l'idée de sa création. On l'a dit tout à l'heure. Alors une date particulière, le 1er avril 2012. Les réseaux sociaux et Facebook en particulier ont vu l'émergence du Move, donc fondé par Jean-Pascal Lorette. On expliquait tout à l'heure, vous nous expliquiez tout à l'heure un petit peu les 4. Comment expliquer ça, les 4 mots réunionnais, ce qui finalement fait aujourd'hui, quand je dis mots MAUX, qui font qu'aujourd'hui la Réunion se retrouve dans l'ornière. On disait l'octroi de mer. Oui. L'octroi de mer. Alors commençons par ça, parce que l'octroi de mer, c'est presque un serpent de mer. L'octroi de mer, excusez-moi de l'image, mais on en entend parler depuis longtemps. On dit qu'effectivement, en mettant des taxes à l'entrée des marchandises qui ne sont pas fabriquées à La Réunion, on permet effectivement aux collectivités, notamment aux mairies, d'abord aux collectivités, puisque c'est aussi les douanes et la région qui collectent cet octroi de mer, qui est redistribué après auprès des mairies pour les aider dans leur budget et notamment leur budget de fonctionnement. Franchement, Jean-Pascal Lorette, si demain on retire l'octroi de mer, c'est aussi l'argument que mettent en avant certains maires et certaines personnes qui sont favorables à ce qu'on conserve cette taxe. Comment vont fonctionner les communes? Mais si on fait ce qui était prévu au départ, je pense que l'octroi de mer était prévu pour protéger les entreprises locales et permettre leur développement. Si cet argent est injecté pour le développement d'entreprises dans les communes, au lieu d'embaucher des personnes dans des emplois aidés, on aurait plutôt des emplois réels dans le secteur privé productif. Oui. Alors ça veut dire que
d'abord, ce ne sont pas les mairies qui embauchent, ce ne sont pas les mairies qui devraient embaucher, mais c'est-à-dire que ça devrait être quoi, un secteur privé ou semi-collectif ou collectif qui développe de l'activité. Aujourd'hui, il y a quand même des chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie et un certain nombre de dispositions d'État qui devraient inciter des jeunes à créer de l'emploi, à créer des entreprises, qu'elles soient sous la forme d'entreprises individuelles, SARL ou société anonyme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne puisse pas développer le secteur économique? On se le cache pas longtemps. On ne produit pratiquement rien à La Réunion. Tout à fait. Le problème est global. Et si le 3 mai était vraiment un outil économique, les départements, du moins les îles françaises métropolitaines, l'auraient réclamé. Voilà. Alors, l'idée, est-ce que ça serait pas de le conserver, mais d'abonder un fonds pour la création d'entreprises pour les jeunes créateurs? Moi, je pense qu'il faut le garder, il faut fixer une durée, voilà, dire aux entreprises, nous avons 15 ans, 20 ans, de toute façon, nous n'aurons pas le choix avec l'Europe, hein. Donc, nous avons 15 ans, 20 ans, on vous aide à vous préparer, d'accord, pour affronter le libre-échange. C'est un peu comme un enfant, si vous le surprotégez, il ne pourra jamais demain aller se comparer, se frotter à la concurrence. Alors, voilà. C'est un piège aussi. On est aussi, justement, on est aussi dans un contexte particulier, parce qu'on le disait au début de l'émission, on est quand même dans une zone océanienne, dans un environnement économique où on est quand même très privilégié, un niveau de vie qui n'a rien à voir avec le niveau de vie de nos voisins. Si on prend par exemple, allez, c'est une information que je connais, qu'on va donner à nos auditeurs ce matin, à La Réunion, il y a ce qu'on appelle un SMIC, on est d'accord? Oui. Qui est de l'ordre de 1300 à peu près net. Ça, oui. Ok. À Maurice, il n'y a pas de SMIC, mais on sait que la valeur moyenne du salaire mensuel est de 135 €. Comment on peut se confronter à la réalité? Comment on peut se frotter à nos voisins, ne serait-ce que sur ce simple plan économique? On n'a pas les mêmes cartes. Maurice a quand même beaucoup évolué, hein. Et nous n'avons pas les mêmes cartes, certes, mais je vous donne un exemple. Bon, l'économie française va mal. La Grèce est en faillite. Si demain, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, par effet domino, ensuite la France devient faillite, d'accord? Il n'y aura plus de transfert d'argent vers la Réunion, d'accord? Et comment allons-nous faire? Si on nous met en roue libre par rapport à Maurice, ben on aura du mal à suivre Maurice, hein. Alors, c'est-à-dire que vous pensez que les Réunionnais sont prêts à réduire leur train de vie, le montant de leurs revenus? Parce que si on se frotte à la réalité régionale et environnementale, c'est ce qui nous attend. Non, mais ce que je pense, c'est que si on voulait vraiment développer la Réunion pendant les 30 glorieuses, pendant le moment où la France était riche, on aurait pu le faire. Voilà. On devrait être plus productif qu'à Maurice, à la Réunion, parce qu'on a plus de moyens. C'est pas le cas. Si on nous met en roue libre, on n'est pas au niveau de Maurice. Alors, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur justement par rapport à cette confrontation économique avec nos voisins de la zone? On a parlé Maurice, mais on peut prendre Mada, on peut prendre l'Afrique du Sud. On voit notamment même les pays africains où aujourd'hui on a l'Inde et la Chine qui développent des activités. Mais aujourd'hui, on a cette situation-là, mais ça va. Je pense, en fait, les spécialistes disent que l'océan Indien va connaître un boom économique dans les 10-15 prochaines années. Et on risque de passer à côté? Et on risque de passer à côté si on ne prend pas position par rapport à ces îles-là. Moi, j'aime bien la thèse de Alain Ouareau, de Paul Ouareau. Oui, hein, que vous connaissez. Qu'on a reçu ici. Voilà, vous avez reçu. Moi, j'aime bien sa thèse, voilà. C'est-à-dire développer la Réunion sur deux axes. L'axe Paris, d'accord, et l'axe Océan Indien. Voilà. Et développer différemment l'axe Océan Indien par rapport à celui de Paris, c'est-à-dire se réunir en famille autour d'une table dans l'Océan Indien, d'accord, et voir avec les uns les autres ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut avancer chacun. C'est-à-dire que Paris ne serait plus là pour l'assistanat, mais pour l'accompagnement? En fait, on serait, nous, un peu une plateforme entre les deux. Ouais. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, la plateforme, elle fonctionne que dans un sens. Tout à fait. Ouais. Alors, donc on a vu, en ce qui concerne notre Trois de mer, bon, il reste encore des choses très certainement dans les années qui viennent qui permettront de peaufiner un peu l'idée. Vous parlez aussi de l'indexation, vous le disiez tout à l'heure, l'indexation, le fameux revenu des fonctionnaires. Oui. Et on le disait tout à l'heure, c'est quand même ce qui est à l'origine de l'économie de comptoir de la Réunion, c'est-à-dire qu'on a créé un niveau de vie artificiel en fonction du montant du double salaire que touchent aujourd'hui encore les fonctionnaires. Alors ça, c'est une question qui depuis peu de temps est remise sur la table, qu'on ose aborder, mais est-ce qu'on la prend cette question-là
par le bon côté? En fait, déjà, on n'en parle pas trop. Hein. Les politiques n'en parlent pas. Hein. Les citoyens en parlent plus que les politiques. Tout à fait. Les politiques n'en parlent que lorsqu'ils vont sortir de la vie politique. Ouais. D'accord. Peut-être parce qu'ils aussi sont... Parce que peut-être il y a beaucoup de fonctionnaires au sein de la vie politique. Peut-être aussi, ouais. Ça, c'est une chose. Mais moi, je pense que la surrémunération, c'est aussi peut-être un outil colonial pour encourager les métropolitains à venir s'installer, à travailler ici. D'accord. Et d'autant plus que le taux d'annexation n'est pas le même pour tous. D'accord. Oui, il est variable. Voilà, hein. il est variable. Comment expliquer que l'IEDOM, d'accord, qui est l'Institut des missions, ils sont indexés à 100%, c'est-à-dire leur salaire est multiplié par 2, d'accord. Ouais. L'ORTF à l'époque, d'accord, ils sont à 73%. Ouais. Pourquoi il y a une différence comme ça et ensuite les enseignants à 50%? À 50%, voilà. Et ça dégringole. Qui pourrait m'expliquer ça, quoi? Ouais. Alors oui, mais le choix a été fait à l'époque par le gouvernement français. Oui. Ouais. Alors cette question-là, ça veut dire aussi que si on supprime l'indexation, on sait aujourd'hui que, par exemple, à La Réunion, on est dans une frénésie locale de consommation, voire de surconsommation. Ça veut dire que, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui ne se vendront plus. On aura une croissance qui va chuter. Comment on va pouvoir ce qu'il faut compenser faire, tout ça? Bon, on peut pas non plus supprimer l'annexation du jour au lendemain. Ouais. Il faut être conscient. Donc, je pense peut-être qu'on peut supprimer pour tous les nouveaux arrivants, ouais. D'accord, tous les nouveaux postes. Et on peut pas demander à tous les nouveaux fonctionnaires de ne pas toucher l'annexation, alors que leurs collègues ne devraient faire aucun effort. Moi, je pense que c'est un privilège, d'accord, qui est injuste. Hein. Moi-même, je le touche, hein, d'accord. On me donne par mois 3 fois 3 fois de RMI par mois en plus de mon salaire parce que j'ai un travail, d'accord. Je trouve pas ça très très juste. Je pense qu'on pourrait, par exemple, demander à chacun de laisser 0,5% de son indexation par mois, voilà. Et pour étaler ça sur 17 ans. Et ça servirait à quoi? Et ça servirait à un fonds d'investissement pour encourager pour de la recherche-développement, ouais. Pour du développement économique. Est-ce qu'on peut pas arriver aussi à une forme d'harmonisation de cette surindexation? C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y en ait qui touchent 30-40% et d'autres à l'autre bout qui touchent 100%, est-ce que l'intérêt, ça serait pas aussi d'avoir une uniformisation de cette indexation? C'est-à-dire que tout le monde touche, par exemple, 35% ou 40% ou 50%? Pourquoi pas? Mais je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas très longtemps, le RMI et le SMIC étaient inférieurs à celui de la métropole. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais alors quelle est la liaison? Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires en France, ils sont pas surindexés. Tout à fait. Et si c'était un système économique, comme beaucoup disent, ça fait fonctionner l'économie, il faut donner l'idée à Hollande pour qu'il l'étende à tous les fonctionnaires de la métropole. Alors, on verra où on mènera le pays. Ouais, mais aujourd'hui, justement, comment faire remonter cette information? C'est un peu compliqué. Oui. Aujourd'hui, sur l'indexation des fonctionnaires, c'est un peu compliqué. Non? Ou alors au contraire, c'est un excellent argument pour le gouvernement, à donner au gouvernement en disant, vous voulez faire des économies? Tenez, tapez là d'abord. Non, moi je pense qu'il faut pas retirer non plus les 600 millions d'indexation à La Réunion. Ouais, parce que c'est ces 600 millions qui sont injectés dans l'économie locale. En tout cas, pour partie, pas pour la totalité, mais pour partie, dans l'économie locale. Oui, mais pour du développement éphémère, pas pour du développement durable. On est sur de la consommation, essentiellement. Tout à fait. Donc moi je pense que c'est un outil qui a permis de freiner l'économie de La Réunion. Donc il faut réutiliser cet argent-là pour rebooster l'économie dans le futur. Là, pareil, effectivement, sur des fonds d'investissement ou des fonds de création qui permettraient aux locaux de créer quelque chose. Alors, c'est une question qui est liée aussi, vous le disiez tout à l'heure, à une forme de complexe réunionnais ou d'identité réunionnaise. C'est qu'effectivement, l'indexation a permis à d'autres de venir ici prendre des postes. Aujourd'hui, vous êtes aussi, comme d'autres mouvements citoyens, sur la responsabilisation. En clair, et il y a quelques années, moi, il y a un slogan que j'ai connu et qui m'est resté aujourd'hui, qui me reste encore aujourd'hui en mémoire, c'est « Donne créole travail ». C'est-à-dire que les créoles doivent aussi occuper des postes de responsabilité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça puisse changer? Ça a changé, mais que ça puisse s'amplifier encore. En fait, là-dessus, je voudrais préciser que nous ne sommes pas pour la préférence régionale.
d'accord? Nous faisons partie d'un système européen, d'accord, de l'espace Schengen. Nous avons la possibilité, nous qui sommes insulaires, de pouvoir voyager sur l'Europe et d'y travailler, d'accord, ou faire des études. Moi, je suis contre, parce que si on est pour la préférence régionale chez nous, on est pour aussi chez les autres, et on s'enferme sur nous-mêmes. Et après, c'est l'autarcie complète. Tout à fait. Donc, mais par contre, je suis pas non plus pour la préférence exotique. Voilà. Donc, je suis pour un équilibre. Et comment on le trouve, cet équilibre? Comment on arrive à trouver le juste milieu? Déjà, le système de surrémunération, c'est un système artificiel. C'est-à-dire, on encourage les gens à venir s'installer ici, d'accord? On les aide à acheter leur maison, bien sûr, parce qu'on nous donne une surrémunération, d'accord? Donc, voilà. Alors, les choses devraient se faire naturellement. C'est pour ça que je parle de colonie, parce qu'il y a un système organisé. Organisé et entretenu, en quelque sorte. Je pense, oui. Ouais. On marque une pause et puis on revient sur la dernière notion. Info-Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info-Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jeu. Mardi, jeudi, samedi. Voilà, mardi, jeudi, samedi sur Plus FM et puis également retrouvé sur Run City 97.4 et bien sûr on en reparlera aussi à la fin de l'émission, mais également pouvoir retrouver ces émissions en podcast. Alors il nous reste un petit quart d'heure en compagnie de Jean-Pascal Lorette du Move. Donc on le disait tout à l'heure, c'est un nouveau mouvement citoyen qui a vu le jour. Donc on a un peu énuméré les 4 points principaux qui sont les mots économiques, sociaux de la Réunion. Il nous reste un à développer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la canne. Moi j'aimerais l'élargir plus à la canne, plus à l'agriculture qu'à la seule canne, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la canne est subventionnée, on a dit tout et son contraire, mais on oublie aussi qu'on est sur un territoire insulaire, qu'on est géographiquement et de manière en ce qui concerne la superficie du département, sur une zone très restreinte. On parle d'autosuffisance alimentaire, c'est ce qui permet aussi, c'est un vecteur de développement pour un département comme le nôtre. Aujourd'hui, si on l'élargit cette notion d'agriculture, d'abord, on continue de constater, que ce soit l'agriculture, l'élevage, qu'on est subventionné. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de développer autre chose qu'une activité subventionnée? Déjà, nous sommes sur 2500 km², comme vous dites, un petit territoire. Tout petit, hein. D'accord. Donc, nous ne pourrons jamais concurrencer les grands territoires comme l'Amérique du Sud, le Brésil ou autre, d'accord, ouais. Qui, quand ils font de la canne, ils font sur des kilomètres. Voilà. Donc, c'est impossible de les concurrencer. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on garde la partie de la canne qui pour produire des produits dérivés de forte valeur ajoutée. Le sucre. Le sucre. Un peu de sucre pour la Réunion, du sucre de luxe, ouais. ou des boissons à base faites à partir. Le rhum, voilà, fait à partir de la canne, oui. Appelons un chat, appelons un rhum à rhum. Comme on est à la radio, je ne vais pas le dire. on donne pas de marque. Donc, d'une part, et ensuite développer c'est-à-dire étudier ce qu'on pourrait nous produire sur place comme produit à forte valeur ajoutée. Et je ne pense pas qu'on devrait faire de l'autosuffisance alimentaire. Nous avons à côté un pays immense qui s'appelle Madagascar, d'accord, qui pourrait être notre grenier, bien finalement. sûr, qui pourrait être notre grenier, d'accord. Et nous, on devrait, au contraire, produire des produits à forte valeur ajoutée. Alors là, c'est terrible parce que on sait pertinemment aujourd'hui la position du président de la Chambre d'agriculture, l'actuel, comme l'ancien, justement, sur les importations de marchandises qui viennent de Madagascar. On dit il n'y a pas de normes sanitaires qui soient respectées par Madagascar, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis par la Commission de l'océan Indien. Ça veut dire qu'on accepte, en tout cas, on n'a pas d'autre solution que de travailler ou de pouvoir ou de vouloir ou d'avoir envie de travailler avec nos voisins, mais que les conditions ne satisfassent pas les professionnels. Écoutez, on importe des voitures d'Asie, d'accord, on importe plein de choses de très loin, d'accord. Et on ne veut pas importer des choses à côté, avec d'autres pays, avec lequel on a des origines. Avec quand même une différence notoire, c'est que les bagnoles ne nous nourrissent pas, alors que l'agriculture, les fruits et légumes nourrissent l'individu. Justement, mais je trouve ça un peu hypocrite, parce que je discutais avec un ami agriculteur récemment, d'accord. Et ça, vous le savez bien, parce que vous l'avez rappelé en début d'émission, vous êtes fils d'agriculteur. Tout à fait. Tout à fait. J'ai coupé de la canne quand j'étais gamin. Alors donc ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Moi, j'ai un ami agriculteur qui me disait récemment que il connaît, il y a certaines personnes, d'accord, je ne sais pas si on peut appeler ça malhonnêtes ou qui sont mal informés, qui sont incompétents, d'accord,
qui vendent, qui récoltent leurs produits, d'accord, au bout de 3 jours, après pulvérisation de produits d'insecticides. Qu'on appelle Tout à fait. phytosanitaire. Alors qu'il faut attendre 8 jours, 15 jours pour le faire. Ouais. D'accord. À quoi nous servent des normes européennes dans tous les sens, d'accord, si la première chose, notre base alimentaire n'est pas contrôlée. Ouais. Voilà. Et puis, Donc on peut parler après Madagascar et autres. Hein. Ouais. Si sur place on n'est pas sûr de ce qu'on mange, on peut pas ensuite dire on peut pas importer la tomate à Madagascar. Non, c'est du protectionnisme. Alors, au-delà du protectionnisme, il n'y a pas autre chose. Parce que quand on voit le prix des intrants, quand on sait pertinemment que c'est verrouillé par une société, voire une seule. Oui, après on a le problème à la Réunion, du manière générale, globale, du monopole. Hein. Du monopole. Voilà. Et le monopole, il est pas. Et dans tous les secteurs. Oui, et même en politique. Alors, vous appelez quoi, vous, le monopole en politique, justement? Parce qu'on va en parler de ces fameux hommes politiques, puisque c'est aussi l'idée, ce qui a donné la naissance du MOVE, c'est de faire un constat sur la vie politique, mais la vie politicienne à La Réunion. En fait, vous voulez savoir ce que je pense qu'en monopole. Je vous donne un exemple. Lors des législatives, Ouais. il y avait à peu près 70 candidats, je pense, sur la Réunion. Oui, il y a beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que la fonction intéresse beaucoup de personnes. Tout à fait. On ne sait pas encore pourquoi, mais ça les Avec intéresse. le système d'équité, d'accord. Avec le système d'équité mis en place par le CSA, d'accord. Nous avons vu s'exprimer que peut-être 30 personnes Ouais. qui venaient à tour de rôle dire la même chose que son voisin d'une autre. D'une autre famille politique. Non, pas Non. forcément d'un autre secteur qui est venu. Voilà, on a vu les mêmes personnes. Ouais. Alors que on sait bien que dans la vie, les grandes trouvailles, les grandes inventions n'ont pas été faites forcément par des chercheurs, par des grands chercheurs. Je veux dire. On peut ne pas être un politicien de longue date et autres, et avoir des idées aussi. Voilà. Et comme la situation est grave à La Réunion, on devrait se permettre d'entendre tout le monde. Voilà. Ce qui est terrible, Jean-Pascal Lorette, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas le premier mouvement citoyen que j'invite. Tout le monde dresse ce même constat. Tout le monde, finalement, arrive à cette conclusion, c'est que la situation est grave et qu'elle va en s'aggravant. Et on n'a pas l'impression que dans les prises de décision, dans l'organisation de la vie politique traditionnelle, Oui. des grands partis, on n'a pas l'impression que cette prise de conscience soit à l'ordre du jour. Ben, en fait, c'est dans l'intérêt de qui? Voilà. L'intérêt de ça dépend de ce qu'on recherche. Si est-ce que c'est pour garder son pouvoir continuellement, ou c'est pour faire avancer le pays. Voilà. Vous, votre idée, c'est quoi? Moi, C'est plutôt la première version. Mais je crois que le système est mauvais déjà. Bon, on peut parler aussi de cumul de mandats. Hein. Oui. Ouais, et là, on a une chance énorme, d'accord, de pousser le gouvernement à mettre en place cette loi, d'accord, sur le non-cumul du mandat, et même sur la non-possibilité de se présenter à une élection. Une fois qu'on a été condamné. D'accord. Ouais. Parce que c'est pas normal que si on a volé, qu'on a été condamné, on ne puisse pas devenir policier, par exemple, mais on peut devenir chef de la police, Ouais. C'est vrai et maire. Voilà, quand on a inscrit sur son casier judiciaire qu'on a été condamné, qu'on a eu une condamnation, d'abord on ne peut plus devenir fonctionnaire. Oui. Voilà. Mais par contre, on peut continuer à exercer dans la vie politique. Devenir le chef des polices. Ouais. Ouais. Il y a Oui, quelque le chose- chef de la police, c'est Tout à fait. terrible ça. Tout à fait. C'est terrible. Ouais. Et Et donc, pourtant, quand on dit l'exemple vient d'en haut, oui. Et qu'est-ce donc, qu'il en reste du coup? et tout à fait, oui. Et comment veut-on avoir une société ensuite saine avec tout ça? Ouais. Donc, ce qui est pas normal, donc, c'est qu'on concentre le pouvoir dans peu de mains. Voilà, avec le cumul des mandats. Et même une fois élu, celui qui est élu, il pense déjà à sa réélection. Voilà. Ouais. Au lieu de passer son énergie à chercher des solutions pour résoudre le problème de sa commune ou autre, il commence déjà à réfléchir. Peut-être aussi, en plus du non-cumul de mandat, il faudrait aussi peut-être ne pas permettre 2 mandats successifs. Alors, quand même, ceux qui sont favorables au cumul des mandats disent il faut au moins un mandat national et un mandat local, parce que c'est ce qui permet, grâce au mandat national, grâce au mandat local, de relayer, faire remonter l'information au plan national pour défendre les idées, les besoins du département. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais comment voulez-vous, nous qui travaillons 35 heures ou 39 heures, on a beaucoup de mal à finir ce qu'on nous donne à faire pendant une semaine, d'accord? Comment voulez-vous, en ayant 2 ou 3 mandats, pouvoir gérer des problèmes d'un pays quand c'est à ce point si grave? Ouais, surtout quand il faut à la fois être sur le terrain localement, prendre l'avion, franchir 12 000 km pour aller à Paris pour aller défendre les dossiers. Oui. C'est gérable? Tout à fait, oui. C'est Ça gérable? paraît difficile, oui. Ça vous paraît difficile? Ça serait quoi les solutions? Parce qu'il faut bien des élus locaux et des élus nationaux. Comment on organiserait le relais entre les deux?
l'élu national, il peut vivre à La Réunion et partir à chaque fois juste pour assister à l'Assemblée. À l'Assemblée, au Sénat, oui. ou bien on a aussi un député européen, effectivement, aux commissions à Bruxelles. Ouais. Il peut passer son temps à mesurer le pouls de l'île et chercher les problèmes et trouver des solutions et ensuite aller défendre sur place. Aujourd'hui, on a Internet, on a la webcam, on a tout ce qu'on veut. Ce n'est plus un problème, je pense. On peut abolir la distance grâce à ça. On peut abolir peut-être pas, mais on peut l'atténuer. Ouais. Alors il y a aussi une notion aujourd'hui bien présente en politique, c'est d'aller serrer des mains, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des gens, soit à l'extérieur, soit dans des permanences. Aujourd'hui, les mouvements citoyens sont dans une autre démarche. Ils appellent, grâce aux réseaux sociaux, à organiser des manifestations. Vous êtes dans une toute autre logique, vous. Oui. En fait, ce que je peux reprocher aussi aux politiques classiques, c'est... Moi, quelque chose me dérange, c'est que la l'égalité, d'accord, est inscrite comme devise de la République, ouais. d'accord. Comme on dit, au fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité. Et ce qu'on voit souvent, c'est beaucoup de clientélisme, dans l'accès aux emplois, dans peut-être quelquefois dans l'offre de marché, pour les petits marchés, alors qu'un maire, c'est le premier garant de cette devise, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de clientélisme ou toute autre chose, justement, avec les mouvements citoyens, d'appeler à la manifestation? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de démagogie de la part des mouvements citoyens en disant « Venez manifester avec nous parce qu'en face, de toute façon, ils ne vous répondront pas ». En fait, je pense que les mouvements citoyens utilisent d'autres moyens de communication, d'accord. Donc, entre autres, comme on avait dit, les réseaux sociaux. Ouais. Et ils sont peut-être plus jeunes aussi, ceux qui... font partie du mouvement citoyen, donc ils maîtrisent peut-être mieux ces outils-là, et ils essaient de développer un autre moyen de regroupement d'idées. C'est une nouvelle génération, entre guillemets, d'hommes politiques et de femmes politiques, mais de ceux qui s'occupent et de ceux qui s'intéressent à l'organisation de la vie de la cité, qui sont en train de naître avec justement ces mouvements citoyens, à votre avis, Jean-Pascal Lorette? Je pense que les réseaux sociaux, pour revenir là-dessus, va beaucoup changer les choses dans peu de temps. Ouais. Alors, je disais, pour certains, ils appellent manifestation. Je crois qu'il y en a une au mois de novembre. Tout à fait, oui. J'ai lu ça justement sur la page Le Oui, Move. En fait, on a lancé un appel, d'accord. Ouais. On va s'organiser autour de ça ensuite, justement pour dire aux gens de descendre dans la rue pour manifester contre le cumul des mandats et contre la non-possibilité de se représenter ou de se présenter lors d'une élection lorsqu'on a déjà été condamné. Ouais. On descend dans la rue souvent... peut-être pour pas grand-chose, d'accord. Et là, c'est quand même quelque chose d'important pour notre démocratie. Et vous caressez pas un peu dans le sens du poil, parce que là, c'est quand même un sujet qui est quand même à quelques semaines ou mois des élections municipales. C'est un sujet un peu sensible quand même. Là, vous êtes sûr de toucher votre cible? Peut-être, ouais, peut-être. Il faut aussi se doter les moyens dont on... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quels sont justement, il nous reste là 2 minutes pour conclure, quels sont un petit peu on va dire les projets du MOVE pour les semaines, en dehors de l'appel à la manifestation. C'est lundi 11 novembre, la manifestation, je le rappelle. Oui. Tout à fait. Lundi 11 novembre, donc en plus vous permettez que ce soit un jour férié à ce que les gens se rendent disponibles pour venir manifester. Oui. Voilà. Et je demande aux personnes de nous rejoindre déjà sur Facebook, d'accord, pour mesurer mesurer un petit peu le nombre de personnes qui souhaiteraient venir à cette manifestation. Connaître vos idées, vos projets. Bien sûr, aussi. Également. Tout à fait. Bon. Hormis le 11 novembre, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent alors? Orchestré par le MOVE, vous allez continuer à fonctionner seul ou vous allez essayer de vous coordonner avec d'autres? En fait, nous avons quelques contacts avec des mouvements citoyens, comme vous dites. Voilà, c'est juste au stade de contact. Nous avons développé quelques idées pour les municipales, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va se présenter aux municipales, mais on a des idées de propositions pour les municipales. Vous allez interpeller les candidats. Tout à fait, oui. Ça, c'est une bonne idée. Oui. C'est-à-dire que vous ramenez, vous, le débat citoyen. Tout à fait, oui. Je vous donne un exemple. On n'a pas du tout parlé. L'illettrisme, d'accord. 120 000, c'est ça? Oui, à peu près, d'accord. Il est très à la Réunion. Selon les chiffres. D'accord. Quand on pose la question, quel est le pourcentage d'enfants de familles créolophones qui accèdent au bac, d'accord, le pourcentage, on n'arrive pas à nous répondre. D'accord. Donc on a un problème grave et on ne sait pas d'où est la cause encore. On cherche toujours depuis des années
Voilà. Je sais pas si on a le temps encore de continuer là. Il nous reste 40 secondes, donc c'est juste pour présenter effectivement ce que vous allez faire dans les semaines qui viennent. D'accord. En fait, c'est juste pour vous dire que nous, on a des idées, d'accord, à mettre en avant, voilà, et on continue à travailler là-dessus jusqu'au municipal. Merci Jean-Pascal Lorette. Donc je rappelle, sur Facebook, on tape le Move. Jean-Pascal Lorette, ou en passant par Jean-Pascal Lorette, ou bien le Move. Oui. Merci à vous, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, et puis bonne continuation. Merci à vous, Jean-Pascal. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir à tous. Info Cité, une nouvelle émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les samedis, une nouvelle génération d'invités pour parler politique autrement. Info Cité, c'est tous les mardis et tous les samedis à 11h15 sur Plus FM avec Jean-Pascal Jean.